Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures prévues pour le mois de juillet. Alors, j'ai hâte de vous présenter mon update lecture pour le mois de juin. Ça s'est quand même pas pire passé. Comparativement au mois de mai, j'ai lu plus et j'ai lu pas mal ce que j'avais dit que j'allais lire. Donc pour ça, je suis pas mal fière. La transition entre juin et juillet, c'est aussi l'histoire de la mi-année, donc de faire un petit peu d'un bilan de ses objectifs, de regarder qu'est-ce qu'on a lu dans la première portion de l'année, qu'est-ce qu'on veut lire dans la deuxième portion. Il y a une couple de choses là-dedans que je vais faire en lecture commune. Récemment aussi, j'ai trouvé que j'avais pas grande diversité, donc j'ai recherché de la littérature bleue et LGBTQIA2SP+, et de la littérature québécoise, autochtone et canadienne aussi. Donc, quand même, je pense que c'est un bon plan. Là, c'est sûr que j'ai décidé d'arrêter de lire Martine Delvaux. Donc, j'étais supposée de lire tout ce qu'elle a écrit cette année. Puis là, finalement, après 2 échecs, 2 DNF, j'ai décidé de terminer ça là. Et même chose, malheureusement, pour Biz. Est-ce que c'est 2 échecs qu'il y a eu? Non. Mais Mort terrain, j'avais vraiment du mal avec le protagoniste. Et dans ma vidéo où je vais faire l'update lecture du mois de juin, je vais parler de La chaleur des mammifères, qui a été un DNF. Donc, il me reste juste Delphine de Vigan, que je lis son œuvre entière. Puis bon, pour contrebalancer mes 2 autres auteurs qui sont des échecs littéraires par rapport à moi, ben au moins avec elle, ça se passe bien. Donc, justement, ça va être ma première lecture de l'année, de continuer à lire Delphine de Vigan. C'est un de ses premiers livres qui a été réédité. J'étais bien contente de tomber dessus. Donc, Jour sans fin. J'ai tellement hâte de la relire. Là. Je pense, écoutez, là, je ne vais pas me curser, mais jusqu'à maintenant, ces lectures, c'est mes meilleures lectures de l'année. Imaginez si tous ces livres sont dans mon top fin d'année, ce serait comme incroyable. Mais bon, il y a d'autres choses qui est bon aussi, là, pas juste elle, mais vraiment particulièrement, elle est quelque chose. De quoi ça parle, Jour sans fin? Cela s'était fait progressivement pour en arriver là, sans qu'elle s'en rende vraiment compte, sans qu'elle puisse aller contre. Elle se souvient du regard des gens, de la peur dans leurs yeux. Elle se souvient de ce sentiment de puissance qui repoussait toujours plus loin les limites du jeûne et de la souffrance, les genoux qui se cognent des journées entières sans s'asseoir. En manque, le corps vole au-dessus des trottoirs. Plus tard, les chutes dans la rue, dans le métro et l'insomnie qui accompagne la faim qu'on ne sait plus reconnaître. Et puis le froid est entré en elle, inimaginable. Ce froid qui lui disait qu'elle était arrivée au bout et qu'il fallait choisir entre vivre et mourir. Ce qui est difficile par contre avec les livres de Delphine de Vigan, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de résumé. Tu lis ça puis tu te dis je sais pas trop de quoi ça va parler, mais lorsque tu le lis, ben c'est beaucoup plus clair. Puis lorsque je fais résumer, ça n'a comme rien à voir avec ce que j'ai lu. Ben c'est une partie du livre, un extrait, mais bon. Donc ça dit pas grand chose pour le moment, c'est quand même assez petit. J'ai fait ce choix-là aussi pour la majorité de mes lectures. Je voulais pas m'embarquer dans des grosses affaires vu que j'ai pas énormément de temps. C'est beaucoup plus encourageant d'aller avec des petites lectures. Donc voilà pour mon premier choix. Par la suite, il faut bien que je continue le défi Emma-Stapal, soit le fait de diminuer le nombre de livres dans ma pile à lire, et ça s'en vient bien avec le ménage que j'ai fait et tout, là. Ah, libéré, délivré, je vais pouvoir juste louer des livres bientôt. Donc, on va y aller avec Nell de Marianne Evans, qui a été aussi adaptée au cinéma. Donc, Nell a 29 ans lorsque meurt sa mère. Traumatisée par un viol dans sa jeunesse, celle-ci l'a élevée à l'écart du monde dans une cabane au fond des bois. Nell a un comportement quasi animal, parle un langage étrange et incompréhensible, hurle à l'approche des hommes. 2 êtres vont s'intéresser à elle et malgré leur divergence sur la marche à suivre pour la ramener à la civilisation, se rapprocher dans l'amour qu'ils lui portent. Sur le thème de l'enfant sauvage, un roman chaleureux et passionnant tiré du film produit et interprété par Jodie Foster. Oh, j'ai dû faire ce commentaire-là 1001 fois. Je pensais que c'était adapté du livre, mais finalement, le livre a été écrit par la suite. Le livre est adapté du film. Et je suis pas mal certaine d'avoir au moins vu les extraits de ce film-là. On dirait que je me souviens d'avoir été chez mes parents ou d'être chez mes parents puis que ma mère écoutait ça. Je me souviens pas de m'être assis, de l'avoir écouté de A à Z, mais La petite fille dans la cabane, ça me dit vraiment quelque chose. Je pense que ça va être une lecture que je vais beaucoup apprécier.
Par la suite, on se lance dans mes lectures communes. Donc, la première que je vais faire, c'est Embrasser le chaos d'Andréane Brunet. Je vais lire ce livre en compagnie de Kimi, donc dans les mêmes temps. C'est un livre que j'ai vu, je crois, sur la chaîne de Cindy Landes Booktube l'année dernière. Et j'ai besoin un peu de légèreté, d'un livre facile, un livre d'été qui se lit bien, sans trop de cassage de tête. Donc, j'ai l'impression que ce livre-là, c'est ça qui va délivrer. Mallory vient de perdre son grand frère tant aimé, Arnaud, dans un bête accident. En vidant son appartement, elle tombe sur un carnet retraçant son récent voyage en solo en Islande. Appelée par les mots d'Arnaud, elle décide de reproduire son road trip. Est-ce un hommage ou une tentative de le faire revivre d'une certaine façon? Peu importe. C'est peut-être simplement ce dont elle a besoin pour faire la paix avec sa disparition. Dans le pays de l'hiver, Mallory traversera des tempêtes de neige, mais également des tempêtes intérieures qu'elle n'aura d'autre choix que d'affronter. J'ai bien hâte de voir. Le seul petit hic que je pourrais avoir, c'est l'histoire du road trip. J'ai pas tendance à tant aimer ça, les livres qui s'en vont en voyage ou qu'on s'en va quelque part. Ça a besoin d'avoir un plus grand but, mais là, tu sais, retracer ce que son frère a fait. Donc, elle va, j'imagine, lire son journal, puis à chaque fois qu'il s'en va à une nouvelle destination, on va y aller. Ça va peut-être pas tant être axé sur le voyage en lui-même que ce qu'elle découvre et son deuil tout au long de cette histoire-là. Donc, on s'en reparlera, mais c'est mon espoir. L'autre lecture commune que je vais lire, c'est Les éclats de Bret Easton Ellis. Je vais le lire en compagnie de Sylvain Desmenti et c'est une bonne brique. C'est la seule pour le mois de juillet. Donc, Los Angeles 1981, Bret, 17 ans, plongé dans l'écriture de Moins que zéro, entre en terminale au lycée privé de Buckley. Avec Tom, Susan et Debbie, sa petite amie, il expérimente les rites de passage à l'âge adulte, alcool, drogue, sexe et jeux de dupes. L'arrivée de nouvelles élèves fait voler leurs mensonges en éclats. Beau, charismatique, Robert Mallory a un secret. Et ce secret pourrait le lier au Trawler, un tueur en série qui sévit dans les parages. Terrorisé par toutes sortes d'obsessions, Bret se met à suivre Robert. Mais peut-il se fier à son imagination paranoïaque pour affronter un danger menaçant ses amis et lui-même, et peut-être la ville et le pays entier? Donc, je savais aucune idée de quoi ça parlait. Ça me semble quand même assez intéressant. Il y a des enjeux là, par rapport à cet auteur-là. C'est la première fois que je le lis, puis ça se peut que ce soit la dernière aussi. On verra bien si ça me plaît. L'autre livre qu'on va lire ensemble au mois de juillet, c'est Lolita de Nabokov. Vladimir Nabokov. Je vous ai parlé sur Instagram de narrateurs non fiables. J'aimerais ça faire une vidéo sur les narrateurs non fiables, les narrations non fiables, mais ce que je recherche, ce n'est pas que la narration non fiable soit le punch de la fin ou soit le revirement de situation. Je veux que ça soit la voix tout au long et qu'on le sache. Qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait net, qui n'est pas tout à fait la réalité, mais c'est la réalité du narrateur et c'est ça qui nous présente. Mais je veux pas que ça soit un punch à la fin, je veux vraiment juste que ça soit la manière que c'est décrit. Mon exemple principal pour ça, c'est vraiment You de Caroline Kepnes. Comme tu entends ses pensées au narrateur, à Joe Goldberg, puis tu sais que c'est dérangé, puis qu'il n'y a personne qui pense comme ça, puis c'est vraiment plus ça que je recherche, parce que je veux pas vous faire une vidéo sur des livres puis les spoiler, tu sais, parce que juste avoir le titre de ces livres-là dans cette vidéo-là, ça serait un divulgateur, et c'est pas ça que je recherche. Donc, je ne pense pas que ça soit ça de Lolita de Vladimir Nabokov. De sa prison, Humbert, homme d'une quarantaine d'années, se confesse en racontant sa folie amoureuse pour une fillette de 12 ans. Humbert, professeur de littérature, loge chez Arlott Hayes, veuve, afin d'étudier et d'écrire en toute tranquillité. Mais tout change lorsque sa logeuse lui présente sa fille. Donc, c'est ça, je veux une narration twisted, qui ne pense pas de la même manière que tout le monde, champ gauche, mais que ça soit pas juste une nouvelle manière de voir la vie, que ça soit pas la bonne. Tu sais, il y a une multitude de façons de voir la vie, mais il y a quand même des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Et une manière de penser appropriée et d'autres qui ne le sont pas. Donc, modifier cette réalité-là à son avantage, c'est plus ça que je recherche.
Par la suite, on y va un petit peu en littérature autochtone. Donc, Cheval indien de Richard Wagamese. J'ai toujours pas regardé comment ça se disait. Donc, je peux pas le mettre pour mettre du bleu sur ta palle. Je peux-tu le mettre? Non, parce que je pense qu'il est canadien, il est pas québécois, il me semble. À une autre époque, Saul Cheval indien, fils de la nation Ojibwe, était un joueur étoile, un phénomène sur les patinoires de hockey. Mais au moment où il amorce l'écriture de ce récit, enfermé dans un centre de désintoxication, il a touché le fond. Déraciné, isolé, Saul veut en finir avec cette violence qui couve en lui, cherchant à percer le mur de l'oubli. L'heure est venue de faire la paix. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui m'interpellent. Je pense que ça va être un roman que je vais beaucoup apprécier. Donc, j'ai très hâte de le lire. Puis, je l'ai acheté genre l'année passée. Donc, on va essayer d'y faire honneur. Puis, c'est un livre dans ma palle. Donc, toutes ces raisons sont bonnes. Tout récemment, je vous ai parlé de Samian G, son recueil de nouvelles La plume d'aigle que je veux lire. Donc, les recueils de nouvelles, ça se lit assez rapidement. Soit ça se lit vite, soit je les dîne vite. Donc, j'espère que ce ne sera pas la deuxième option. Qu'est-ce qu'il y a ici comme résumé? C'est un extrait. Donc, et moi, je rêve d'être le plus grand orateur. La plume d'aigle est synonyme de paix, de liberté, de courage, de force et de respect. La plume n'est pas seulement un symbole autochtone, elle m'a permis de me découvrir, d'aller au fond de ma personne. L'aigle a une vision, une histoire, une coutume, et moi je suis en mission avec la force de ses plumes. Juste ça, là, je trouve ça magnifique. Sincèrement, si vous ne connaissez pas Samian, allez l'écouter. Voilà, mais juste ça, je vois que c'est pas ultra abstrait, que c'est très clair, c'est poignant. Je pense que je vais apprécier. Un autre auteur canadien autochtone, il est Cri, de la Première Nation Cri de Driftpill. Je ne sais pas comment on dit ça. Et il me semble que c'est un ouvrage bispirituel, qui parle de la bispiritualité ou qui transcende, que la bispiritualité transcende cet ouvrage-là. Donc, il était autochtone aussi, alors j'ai couché avec lui. J'ai voulu goûter l'histoire violente tapie au fond de sa gorge. Je voulais que nos salives se mêlent, écrit de nouvelles écologies bactériennes, des contagions pour infecter et tuer le traumatisme. Donc, encore une fois, on est dans la poésie, mais encore une fois, je trouve que c'est concret. Je pense que ça va être poignant et que je vais apprécier. J'espère. Donc, ça s'appelle « Cette blessure est un territoire » de Billy Ray Belcourt, traduit de l'anglais par Mishka Lavigne. Mishka Lavigne que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé en masse là, de... Ah! Havre. Pendant 2 secondes, je pensais que j'avais oublié comment ça s'appelait. Il est où le livre? Havre. D'ailleurs, il faudrait que je relise Mishka Lavigne. Ceci sera un autre sujet plus tard. On continue avec ce livre de Dave Jennis, recommandé par Dom Fortin, parce que je cherchais de la littérature autochtone. Donc ici, d'origine Wolastoqiwik et québécoise. Ah, je me souviens plus qu'il était... Ah oui, c'est ça. C'est parce que je parlais justement que je cherchais des ouvrages autochtones et québécois. Donc ici, on a La cendre de ses os, suivi de Le tambour du temps. J'aimerais bien vous les dire dans la langue d'origine, mais je vais vraiment massacrer tout ça. Donc ce n'est pas nécessaire. 3 ans après la mort de son père, Martin Kaktanich comprend qu'il est temps de retourner sur le territoire Wolastoqiyik, malécite, de ses ancêtres. Le décès de son père le hante encore et l'homme ours l'attend et le suit. Son arrivée et la rencontre avec son frère ne se passeront pas sans heurts. Entre un monde réel et celui fabulé de l'animal, il comprendra que les cendres de son père ne sont pas là où elles devraient être. Une histoire de reconquête de soi et de vérité par l'entremise de thèmes tels que la fratrie, la vengeance, le territoire et le pardon aborde notamment notre rapport au deuil. L'auteur se questionne également sur ce que c'est vraiment que d'être Wolastoqey. Et le deuxième, Le tambour du temps, c'est en regagnant le campement familial qu'il avait quitté quelques années auparavant, un jeune de Wolastoqey se surprend à vouloir retrouver ses racines. « Raconte-moi d'où je viens », demande-t-il en invoquant les esprits de son père, l'homme ours, et de son grand-père, l'homme loup. Et on dirait que c'est comme en théâtre, des scènes. Ouais, c'est du théâtre. Donc voilà. Tout ça est bien excitant. Je retourne dans la littérature LGBTQIA2SP+, québécoise. Ici, il me semble que c'est un ouvrage lesbienne. Il me semble que c'est la raison pourquoi je l'ai loué. Donc, Le Minotaure
La Minotaure de Marie-Ève Maréchal. Là, c'est triptyque. J'ai pas eu beaucoup d'expériences positives avec triptyque, mais espérons que cette fois-ci, ce le sera. S'il arrive, je sais, oui, je sais, il y aura du bleu dans mes mains. Il y aura du feu sur les bêtes, il y aura la force d'Allah dans les yeux d'Ibrahim, il y aura la lucidité de mes rêves, il y aura Nina et sa plume, la Minotaure et ses armes, il y aura des enfants avec la peau de leurs enfances dans les mains. Il y aura des portes rouges défoncées et des siècles de contes à rendre. De tout ce que j'ai lu comme résumé, pour l'instant, c'est celui-là qui m'interpelle le moins. Donc, ça a l'air comme très abstrait pour le moment, là. C'est des mots, mais ça se colle pas ensemble et ça forme rien. Donc, je ne cherche qu'à me faire surprendre. Donc ça, c'est pour les livres dont je vous ai pas parlé. Là, c'est sûr qu'il y a une couple de lectures que je traîne, que j'ai pas encore lu, que je veux lire. Entre autres, je vous ai parlé du conte interdit Cendrillon de Sylvain Johnson, que je veux lire dans le cadre de ma vidéo pour les prisons. Donc, ça s'en vient beaucoup moins vite que la première, mais ça s'en vient. Et il y a aussi Les Évadés de Stephen King, dont je vous ai parlé toujours pour mon contexte de vidéo de prison. Donc, ces deux-là sont en stand-by, genre si j'ai le temps. Et aussi tous les livres que j'ai pas lus dans mes autres mois que je veux lire. Je veux lire, ça dépend lesquels. Donc, tout tombe. 1984 que je repousse souvent. Agaguk, pour l'instant, c'est comme le seul que j'ai pas eu le temps de finir et de commencer au mois de juin, donc d'Yves Thériault. Et Marie Grey, Histoire à faire rougir davantage. Et Vénus Erotica d'Anaïs Nin. Donc ça, ce sont des livres que j'avais sur mes pales que j'ai pas encore lus. Je pense que c'est les seuls avec mes lectures de prison. Je suis pas mal fière de ça, mais j'ai pas fait encore de bilan. Ben vous l'aurez pas vu encore, ça va être la vidéo la semaine prochaine. De Je suis zen, c'est la mienne livresque, donc vous aurez toutes les vraies réponses rendues là. Donc voilà ma pile pour le mois de juillet. Je suis bien énervée de ça. J'aime les choix que j'ai faits. Sur quoi vous vous lancez au mois de juillet? Est-ce que vous filez un petit peu plus saisonnier avec des lectures légères? Est-ce que vous avez des thématiques particulières? Oh, et avant que j'oublie, je ne lirai pas la lecture commune pour le Club des Mentis pour le mois de juillet, mais si ça vous intéresse, ils vont lire Frankenstein. Donc, si vous êtes dans un mood différent du mien, vous pouvez aller louer ce livre-là et ça va être à la fin du mois de juillet qu'ils vont en parler. Donc, ne manquez pas ça. Je pense que ça fait le tour pour tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. J'ai publié une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.